Bienvenue au Vendredi horticole. Le CLD Desjardins de Napierville et le MAPAC Montérégie sont heureux de vous présenter ce webinaire. Mon nom est Isabelle Matteau, je suis coordonnatrice du pôle d'excellence en lutte intégrée au CLD Desjardins de Napierville. Ce webinaire portera sur les surplus agricoles ou plus précisément sur comment les valoriser pour que tout le monde en sorte gagnant, de la ferme à l'assiette. On parle de plus en plus d'économie circulaire, mais il n'est pas toujours évident d'y trouver sa place. Nous avons donc invité 3 conférencières pour démystifier tout cela. Nathalie Collin mettra en scène le webinaire en nous parlant des enjeux qui entourent la mise en valeur des surplus alimentaires. Nathalie a contribué au projet pilote de valorisation des surplus dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui a inspiré le projet collectif dont elle coordonne les activités dans 5 MRC de la Montérégie-Ouest et qu'elle nous présentera. Nos 2 autres conférencières invitées, Maude Saint-Hilaire et Marie-Hélène Boily, vont ensuite nous présenter une série d'initiatives en cours au Québec. Maude est coordonnatrice de la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie depuis 2019. Forte d'une expérience de près de 15 ans dans le secteur bioalimentaire, elle a entre autres coordonné les activités du Circuit du paysan et de la caravane des cultures du CLD Desjardins de Napierville. Marie-Hélène coordonne quant à elle la mise en œuvre de la planification stratégique de l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie. Elle soutient le comité directeur de l'entente dans la mobilisation des acteurs, dans la mise en place d'outils et d'événements de concertation et dans la coordination des appels de projets. Veuillez noter que si vous écoutez ce webinaire en direct, nos conférencières sont disponibles pour répondre à toutes vos questions dans la section de clavardage située à votre droite. Bonne écoute! Bonjour à tous, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre des Vendredis horticoles. Dans le premier bloc, je vais vous présenter les enjeux du système alimentaire. Parlons-nous de surplus, de gaspillage? On aborde le sujet dans quelques secondes. Il faut savoir que le gouvernement a mis en place plein de politiques, de plans gouvernementaux et de programmes pour diminuer les pertes alimentaires. On aura le plaisir, dans le second bloc, d'en parler avec des initiatives inspirantes qui ont été développées dans différents territoires du Québec. Et à la fin, je vous reviens, moi, pour vous présenter le projet de conditionnement des surplus alimentaires pour la Montérégie-Ouest. Donc, commençons maintenant à parler d'enjeux. Donc, comme vous pouvez le voir, le système alimentaire comporte plusieurs partenaires. On dit qu'au Canada, 40 à 50 du gaspillage alimentaire découle de cette chaîne alimentaire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le 40 et le 50 là, c'est ici. Donc, on parle au niveau des producteurs, de la transformation et de la distribution des aliments. Mais le gros, c'est nous autres. C'est nous autres, les consommateurs, qui gaspillent à 47 des produits qu'on achète en épicerie ou directement chez le producteur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on parle de gaspillage alimentaire, mais il faudrait voir que dans ce système alimentaire-là, chacun d'entre nous a une responsabilité liée au gaspillage alimentaire. Donc, c'est l'élément que je voulais vous présenter. Le gaspillage alimentaire. On a longuement réfléchi à ce qu'on va parler de surplus, de gaspillage, mais il faut le nommer. Partout dans le monde, même au Québec, au Canada, on parle de gaspillage alimentaire. Puis le gaspillage alimentaire se définit généralement comme toute la nourriture qui était destinée à la consommation humaine, qui est perdue ou jetée tout au long du système alimentaire. Bien, il y a des légendes qui croient que le plus grand gaspilleur est le producteur. Bien, on voit très bien que ce n'est pas la cause. C'est 10 de la production qui est la source de ces pertes-là dans le système alimentaire. Puis, elle ne vient pas de vous, les producteurs, mais elle vient sur des normes sociales qu'on s'est données comme société. On a le syndrome du légume parfait, le désir de l'abondance dans chaque point de vente qu'on rentre au Québec, de vente au détail, on veut des étalages pleins. Donc, ça ne vient pas, ce 10 %-là vient beaucoup du syndrome du légume parfait. Et on s'entend, vous êtes des entrepreneurs, puis vos équipements ou votre main-d'œuvre traitent avec soin votre production. Donc, ce n'est pas une volonté
de développer des produits en trop qui seront en abondance. On voit très bien que tout ce qui est la transformation alimentaire, c'est 20% des produits qui sont perdus là, 9% en restauration, hôtellerie. C'est sûr, tout ce qui... On parle de transport, malheureusement, il y a des pertes qui sont liées au transport. La vente au détail, donc ce que je parlais un peu, là, l'abondance, il y a 10% des produits qui ne sortent même pas des épiceries, qui font déjà des pertes. Et le consommateur, on le voit, on l'a dit tout à l'heure, c'est nous. C'est nous, la raison principale, le consommateur de ces pertes-là. Donc, on sait que le gaspillage alimentaire a un coût au niveau environnemental, au niveau économique, mais aussi un coût très important au niveau social. Donc, c'est ces éléments-là aussi qu'on va regarder ensemble. Mais avant de parler des enjeux au niveau social, je vais vous parler de vos enjeux. Puis, je vais vous dire, ce segment-là, on pourra en parler pendant des heures, des enjeux qui entourent la production agricole, mais on voulait quand même relever certains de ces enjeux-là. Il y a toute la question de la main-d'œuvre, de la relève agricole, tout ce qui est les normes environnementales, le MAPAC, les obligations et les normes. Et quand dans le cadre de mon projet, on travaille avec des producteurs, on nous parle de cette lourdeur administrative-là. Certains nous ont dit, l'été, on est au champ et l'hiver, on est dans nos montagnes de papier. Après ça, il y a toute la question des assurances, les coûts de transport, l'entreposage, le coût des équipements, puis des nouvelles technologies aussi, ça a un coût. Il y a toute l'instabilité climatique qu'on parle rarement, de toute cette éco-anxiété qui fait qu'on va peut-être avoir plus de légumes déclassés parce que la nature aura joué en ce sens. Et il y a tous les enjeux liés à ces surplus alimentaires-là que vous vivez, ces fameux légumes déclassés ou selon les catégories des marchés qui ont été établis, qui font que pour vous, ça devient un enjeu aussi parce que vous avez des produits, puis vous devez vivre de votre production et ces mal-aimés ont un coût aussi pour vous. Donc, il y a aussi toute la question de l'éducation de la population entourant votre production agricole aussi qui doit être faite. Maintenant, moi, je veux vous parler du consommateur, mais je ne veux pas vous parler du consommateur, le 47% là, qui nous sommes, qui gaspillons, mais pour plutôt ici, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Moi, je travaille dans un projet qui touche le domaine social. Donc, c'est que le coût des fruits et légumes les rend difficilement accessibles pour ces personnes-là en situation de vulnérabilité. On dit qu'au Québec, il y a 11% des ménages qui vivent en situation d'insécurité alimentaire modérée et sévère. Puis avec le COVID, cette pandémie, il y a eu une augmentation. Présentement, au début, on est environ à 15% pour le Québec, mais il y a des régions du Québec, on parle même jusqu'à 25% des gens qui se trouvent dans cette insécurité alimentaire-là. L'élément important, c'est quoi l'insécurité alimentaire? C'est d'avoir un accès inadéquat ou incertain aux aliments sains qui nous permettent d'être en santé puis d'avoir une vie active. Et c'est principalement lié au manque de ressources financières. Écoutez, puis quand on parle des gens en situation de vulnérabilité, il ne faut pas parler juste de pauvreté. Il faut parler aussi du travailleur qui, lui, de plus en plus, son pouvoir d'achat diminue. Il se retrouve dans cette insécurité alimentaire-là. Donc, c'est un enjeu. Les personnes âgées aussi se retrouvent dans les populations en situation de vulnérabilité. Donc, on dit qu'au Québec, 45% de la population habite dans des secteurs, ce qu'on appelle les déserts alimentaires, où ils ont un faible accès au commerce d'alimentation. C'est-à-dire qu'on doit faire de plus en plus au Québec de déplacements pour avoir accès à des produits d'alimentation au niveau des populations. Donc, dans le cadre de ce webinaire-là,
On va vous présenter des initiatives qui essaient de soutenir ces populations-là en situation de vulnérabilité en valorisant les surplus alimentaires qui se retrouvent dans le cadre de ce système alimentaire-là, d'Auchan jusqu'au détail. Donc, on veut soutenir des projets dans les communautés qui vont valoriser. Et on a le plaisir de vous présenter plusieurs initiatives qui ont été développées au Québec. Et moi, je vous reviens tout à l'heure pour vous présenter le projet sur lequel je travaille présentement. Au plaisir, on se revoit plus tard. Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Boilly, je suis coordonnatrice de l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie. Alors, Maude et moi allons vous présenter différentes initiatives en matière de récupération des surplus alimentaires. Comme l'a présenté Nathalie plus tôt, les enjeux qui entourent la gestion des surplus alimentaires sont vraiment nombreux et importants. Et sur la scène québécoise, on a vu naître au cours des dernières années un intérêt à instaurer des changements de pratiques par rapport à la gestion des surplus alimentaires. Donc, les initiatives qu'on va vous présenter aujourd'hui, Maude et moi, peuvent se catégoriser en deux grandes catégories, si on veut. Donc, d'une part, on va retrouver des initiatives qui ont pour but d'assurer principalement la sécurité alimentaire pour tous par la valorisation des surplus alimentaires. D'autre part, on va retrouver également des initiatives qui ont une vocation plus industrielle, si on veut, et qui vont voir dans les surplus alimentaires une opportunité de générer des nouveaux produits d'intérêt commercial dans un principe d'économie circulaire. Alors, je passe la parole à Maude qui va vous présenter certaines initiatives en matière de sécurité alimentaire. Merci Marie-Hélène. Je vais d'abord me présenter. Maude Saint-Hilaire, je suis coordonnatrice de la table intersectorielle régionale Anciennes habitudes de vie de la Montérégie, plus communément appelée TIR-SHV. C'est donc un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de co-animer avec Marie-Hélène. Comme elle l'a bien expliqué justement, au Québec, les projets s'articulent principalement autour de deux grandes familles. Je vous propose donc maintenant de s'attarder à la première, donc celle qui a pour finalité la sécurité alimentaire, dans laquelle on va retrouver 4 grandes catégories d'initiatives. On a d'abord le glanage avec partage des récoltes. Ensuite, le conditionnement et la transformation. On a aussi la distribution à moindre coût d'aliments moches ou près de la date de péremption. Et finalement, les dons. Si on regarde du côté du glanage, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le producteur fait appel à une tierce personne pour la récolte au champ ou dans les arbres fruitiers par manque de temps, par manque de main-d'œuvre ou toute autre bonne autre raison. Mais vous aurez compris que généralement, ces initiatives-là impliquent donc des bénévoles. Et souvent, ce qu'on va voir dans les initiatives de glanage, c'est qu'il y a un partage au niveau des récoltes et la formule qu'on retrouve le plus souvent, c'est un partage à un tiers à l'organisme, un tiers aux bénévoles et finalement un tiers aux producteurs ou aux particuliers parce que c'est important de savoir que ça peut aussi se faire chez les particuliers qui, par exemple, auraient plusieurs arbres fruitiers. Autre fait aussi, c'est que souvent le tiers qui est destiné au producteur, le producteur décide de le redonner à l'organisme et aux bénévoles. Et ce qui fait que ce type d'initiative-là s'applique peut-être mieux au niveau des particuliers ou encore les plus petites exploitations agricoles. Autre fait à noter, c'est qu'on va voir de plus en plus des nouveaux modèles émerger. Par exemple, l'échange de denrées contre du travail au champ par des équipes de travailleurs. C'est ce qu'on va appeler les plateaux de travail, donc une réinsertion souvent au milieu de l'emploi. Ce que ça veut dire au niveau du producteur, ce type d'initiative-là, c'est une implication qui est assez importante parce que, on imagine déjà qu'il faut convenir d'une date avec les organisations, donner les informations nécessaires aussi. C'est quoi nos consignes pour l'organisme? Il faut accueillir les bénévoles qui arrivent au champ, puis si jamais on conserve le tiers des récoltes, aussi de donner les contenants dans lesquels on va recueillir ces récoltes-là. On voit qu'il y a beaucoup d'implications, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'avantages pour le producteur. Il y a d'abord une possibilité d'un crédit d'impôt de la part de l'organisme.
sans compter le capital social aussi qui est non négligeable dans ce type d'initiative-là. Et comme les gens sont appelés à se rendre au champ et à récolter eux-mêmes les denrées, bien, ça rapproche la population du milieu agricole qui est à la fois aussi sensibilisée à la réalité des producteurs. Donc ça, c'est ce qui fait le tour de l'implication et des avantages. Puis pour visualiser plus concrètement quelle forme ça pourrait prendre, je vais vous nommer quelques exemples. Évidemment, je n'irai pas en détail. Je vous invite donc à cliquer sur l'hyperlien là, dans la présentation qui sera annexée à notre webinaire. Vous avez comme exemple Masquis Récolte en Mauricie, les fruits défendus à Montréal, les fruits partagés dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a les butineurs qui se trouvent, eux, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'on remercie d'ailleurs parce que la plupart des photos qu'on a utilisées dans notre PowerPoint proviennent de leur page Facebook et ils ont gentiment accepté là, qu'on puisse les publier comme ça. Et je finirai finalement avec les récoltes oubliées, qui est une initiative ici en Montérégie, plus précisément là, dans la MRC de Pierre de Sorel. C'est vraiment le type d'initiative qu'on retrouve le plus souvent là, au Québec. Une fois qu'on a regardé au niveau du glanage, je vous amènerai davantage vers le conditionnement et la transformation, qui est le second exemple de type d'initiative qui se retrouve sous le chapeau de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça peut prendre différentes formes. C'est un peu comme un hybride avec d'autres types de modèles, que ce soit le glanage qu'on vient tout juste de voir ou les dons que Marie-Hélène va nous présenter un petit peu plus tard. En fait, une fois qu'on a récupéré ces aliments-là, bien, on va les conditionner de façon minime ou encore les transformer dans le but d'une conservation là, sur une période prolongée, mais aussi pour les redistribuer, soit gratuitement, mais plus souvent qu'autrement aussi à tarification sociale. Qu'est-ce que c'est la tarification sociale? C'est une tarification qui est adaptée selon le revenu. Ici, mais comme c'est un hybride avec les autres types de modèles, l'implication des producteurs va être vraiment variée, allant de peu d'implication pour le don à plus d'implication pour ce qui se rapproche du glanage. Autre information là, pertinente à savoir, c'est que ce type d'initiative-là, bien, ça permet de financer puis de pérenniser les initiatives et en plus d'une meilleure répartition des denrées là, à travers l'année. Évidemment, vous aurez compris que ça nécessite aussi plus d'équipements, plus d'infrastructures. Mais il y a quand même plusieurs avantages. Par contre, je ne m'attarderai pas à ces avantages-là. Je vais plutôt vous référer aux diapos, soit du glanage ou du don, selon le modèle finalement qui sera choisi. Au niveau des exemples, on vous en donne 3. Une qui se retrouve au centre du Québec, une initiative qui est la carotte joyeuse. Ensuite, 2 en Montérégie, alternative alimentaire dans 3 MRC de notre région. Et finalement, le projet collectif de la Montérégie-Ouest, un projet que Nathalie Collin devrait vous présenter tout de suite après notre partie. Et vous devrez donc recevoir un petit peu plus de détails. Sauf qu'en attendant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de rester avec nous pour visionner une capsule vidéo dans laquelle des producteurs du Haut-Saint-Laurent qui ont participé au projet collectif viennent témoigner de leur expérience. Je vous souhaite un bon visionnement. On vit avec le fait qu'on a des surplus de légumes, des invendus, qui sont encore de bonne qualité. Puis, dans le fond, ça fait des années qu'on aurait voulu trouver un débouché pour ces légumes-là. Il y a une conscience que dans la production maraîchère, c'est sûr qu'il y a des surplus, puis c'est sûr qu'il y a du gaspillage, comme dans plein d'industries alimentaires. On veut vraiment éviter le gaspillage le plus possible. Quand Moisson Sud-Ouest est apparu chez nous, pour nous dire « Hey, nous, on va venir prendre vos légumes, on va même venir ici, les prendre, peu importe ce que vous avez. » Tu sais, je me disais « OK, une autre personne motivée, on va essayer. Peut-être que cette fois-ci, il va se passer quelque chose. » Puis j'ai été flabbergastée par qu'est-ce qui s'est passé après. De jeter, dans le fond, toutes ces pertes-là où c'est tous les légumes qui sont, mettons, tachés, que nous autres, on doit enlever pour réussir à avoir une meilleure productivité des plants.
C'est dommage d'envoyer ça au compost ou dans les déchets. Le projet est vraiment venu rejoindre là, nos valeurs d'utilisation ou d'optimisation. Le fit ne pouvait pas être meilleur. Nous, ça nous demandait juste, au lieu de les mettre au compost, parce qu'ils n'étaient pas encore rendus à ce stade-là, mais on savait qu'on ne pouvait pas les passer. Fait qu'au lieu de les perdre et de les gaspiller, on les mettait dans les boîtes pour vous, puis on savait que vous, ils allaient être transformés. Ça faisait que notre système était parfait. Tu sais, dans le fond, on produit des légumes, puis que nos surplus, s'ils peuvent être valorisés, bien là, wow! Ils peuvent tout de même profiter à des gens, à d'autres personnes, à d'autres familles. Ça nous a vraiment stimulé puis donné beaucoup d'énergie à faire tout ce qu'on fait. On a une production pour nos paniers, pour nos marchés, mais justement, il y a des moments pics là, dans la saison où on va avoir une quantité astronomique de concombres, de zucchini, courgettes. On peut avoir beaucoup de tomates. Des fois, on peut avoir beaucoup d'extras comme ça. Souvent, la problématique, c'est qu'on n'a pas le temps d'appeler la personne pour dire bon, on a tout ça d'extra ou on a tout ça qu'on va perdre, est-ce que vous pouvez venir? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne carrément avec un camion, puis qui débarque, puis qui prenne des boîtes pleines de légumes, qui partent avec, puis qu'on comprenne cette espèce de logistique, là. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait. Vous nous laissiez les boîtes, on savait que quand on avait de l'extra ou quand on avait des choses qui étaient moins vendables, mais qui étaient encore super consommables, bien, on vous les mettait dans la boîte, puis votre équipe passait, ramassait les boîtes à un moment fixe de la semaine. Fait que ça, c'est comme extraordinaire. C'est vraiment ça qu'on avait besoin. Le fait de voir que les autres embarquent, je trouve ça bien. Que ça soit local, que ça arrive à des bouches qui sont pas loin de nous, c'est ce qui fait vraiment le plus de sens. Bien, ça a une valeur incroyable. Ça nous fait plaisir. Et en plus, bien, on se sent un peu, on se sent impliqué dans la communauté. Voilà. Alors, on peut voir vraiment avec le visionnement de cette capsule-là que c'est une initiative qui a vraiment su s'adapter à la réalité des producteurs. Puis dans ce cas-ci, ça a vraiment été un gage de succès, là, comme on a pu l'entendre de la part des producteurs. Donc, l'important, le message global là, par rapport à la valorisation de vos surplus alimentaires, c'est vraiment de choisir une alternative qui vous convient. Donc, je poursuis en vous en présentant de nouvelles. Donc, la distribution à moindre coût d'aliments moches ou encore de produits près de la date de péremption. Alors, pour ces derniers produits, donc ceux près de la date de péremption, je vais commencer en disant qu'il y a des grandes chaînes de détaillants en alimentation, donc pour ne pas les nommer, Loblaw, Métro, IGA, qui ont décidé de mettre sur pied vraiment de développer des applications donc, qui permettent aux consommateurs d'identifier des produits dans les commerces près de chez eux qui sont justement près de la date d'expiration et qui peuvent se procurer à plus faible coût afin de limiter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est une des façons que les détaillants en alimentation ont décidé de mettre sur pied pour lutter, pour faire leur part, en fait, dans ce créneau-là. D'autre part, il y a d'autres entreprises qui ont décidé de faire un peu de leur modèle d'affaires, la valorisation des surplus ou des légumes dits moches ou déclassés. On peut penser, par exemple, au panier de Seconde Vie. Donc, Seconde Vie, c'est une entreprise qui va vraiment aller s'approvisionner soit directement chez les grossistes ou directement chez les producteurs en denrées qui sont déclassées, numéro 2, moches, toutes des synonymes en fait, pour dire des produits en fait qu'on retrouve habituellement pas directement sur les tablettes. Donc, Seconde Vie va assembler des produits à partir de ces denrées-là et les revend et les distribue là, aux citoyens. Puis, on remarque que ces initiatives-là ont vraiment un bel engouement là, de la part des citoyens puis des consommateurs. Donc, il y a vraiment un intérêt de la part des consommateurs pour ce type de produits-là. Donc, ces légumes-là qui sont moches. Et ça peut représenter aussi pour les producteurs qui font, par exemple, de la vente directe par des circuits courts, donc soit un kiosque à la ferme ou de la vente en marché public, une opportunité de distribuer justement ces légumes qui, autrement ou autrefois, n'avaient pas nécessairement de canaux. Donc, l'implication pour le producteur à ce niveau-là, bien, ça va être variable, évidemment, selon le type d'initiative, soit que le producteur va vendre ou donner ses produits, par exemple, à une entreprise comme Seconde Vie, ou encore s'occuper directement de la vente de ses produits s'il est plus dans un mode de mise en marché en circuit. Donc, je vous ai déjà présenté un peu ces exemples-là, puis à noter que justement, sur les étals des marchés publics ou des marchés mobiles, on voit qu'il y a une place de plus en plus importante qui est accordée aux produits
dit moche. Alors, vous pourrez cliquer sur les hyperliens pour avoir plus de détails sur ces initiatives. Je poursuis en parlant des dons. Donc, les dons de denrées alimentaires, c'est vraiment une pratique qui est quand même déjà assez courante pour certains producteurs agricoles. Parfois, les grands producteurs agricoles, donc qui ont vraiment des très grandes superficies. Donc, généralement, comme fonctionnement, c'est le producteur qui va assumer les coûts reliés à la récolte. Donc, le producteur va vraiment lui-même sortir les légumes du champ. Puis, par la suite, l'organisme de bienfaisance va voir lui-même au transport des denrées et à la redistribution de ces denrées-là auprès de la population vulnérable. Donc, le niveau d'implication pour le producteur à ce niveau-là est comme assez modéré, mais quand même important dans le sens où le producteur doit quand même lui-même s'occuper de la récolte de ces denrées-là. Au niveau des avantages, bien, comme Maude l'a mentionné plus tôt, il y a possibilité parfois, dans certains cas, d'avoir un crédit d'impôt pour don de denrées. C'est une occasion aussi de générer un certain capital social. Souvent, les organismes de bienfaisance vont valoriser avec fierté, excusez-moi, vont valoriser avec fierté vraiment leurs donateurs. Donc, ils n'hésitent pas à diffuser sur leur plateforme, par exemple, quels sont les producteurs qui sont impliqués auprès d'eux, de qui proviennent leurs denrées. Puis, ben, grosso modo, l'implication du producteur est quand même minime au niveau des dons. Les grands canaux là, qui permettent de donner, en fait, les surplus alimentaires. On pense beaucoup, évidemment, aux banques alimentaires. Donc, il y a Banques alimentaires du Québec qui rassemble, en fait, qui chapeaute l'ensemble des banques alimentaires à l'ensemble du Québec. En Montérégie, on a 4 banques alimentaires. Donc, si vous voulez vraiment voir laquelle est située le plus près de chez vous, je vous invite à cliquer sur le lien. Sinon, il y a aussi le programme Récolte-Don, qui est un partenariat entre l'Association des producteurs de fruits et légumes de transformation et Bonduelle pour redistribuer en fait des surplus de légumes de transformation auprès des banques alimentaires du Québec. Puis finalement, il y a la Tablée des chefs également, qui est un organisme présent à travers le Québec, mais particulièrement en Montérégie aussi, qui va recueillir des dons pour faire de la transformation de ces produits-là en produits préparés, puis les redistribuer. Donc, une autre belle alternative qui s'offre à vous. Je laisse Maude continuer en nous parlant des initiatives plus en économie circulaire. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je pense qu'on a fait un beau topo là, de tout ce qui est initiative qui se regroupe sous le chapeau de la sécurité alimentaire. Maintenant, je voudrais m'attarder davantage sur la deuxième grande catégorie qui vise à valoriser les surplus alimentaires, celle de l'économie circulaire. Donc, dans ce cas-ci, on va retrouver 2 types d'initiatives. On a d'abord le maillage entre les entreprises, qu'on va appeler aussi la synergie industrielle, et de l'autre côté, la transformation industrielle, qui va, de son côté, valoriser les sous-produits. Vous allez voir quand même, en vous présentant les 2 types d'initiatives, que la finalité reste la même. Donc, du côté des maillages entre les entreprises, ce qu'on appelle la synergie industrielle, c'est en fait le réseautage d'entreprises ou de collectivités dans le but d'échanger des matières, de l'eau, de l'énergie, pour ainsi former ce qu'on appelle la synergie. Le principe, c'est simple. Le déchet des uns a le potentiel de devenir la matière première des autres. Ça a donc un impact positif, oui, sur l'environnement, mais aussi au niveau économique pour les entreprises impliquées et même un impact social aussi. C'est donc l'occasion de démontrer pour l'entreprise qu'elle est soucieuse de son impact puis qu'elle voit à trouver des solutions plus durables finalement. L'implication pour le producteur, bien, elle est variée. C'est selon le nombre de rencontres auxquelles l'entreprise va participer, la durée de ces rencontres-là. Est-ce que l'entreprise va donner suite aux rencontres? Donc, c'est vraiment à géométrie variable finalement. Si on s'attarde maintenant aux avantages que procure le maillage entre entreprises, il y en a quelques-unes quand même. On parle, entre autres, de la réduction des coûts d'approvisionnement. Hein, ce qui, normalement, devait être un déchet, devient finalement une matière première pour quelqu'un d'autre. On peut imaginer que le coût est moindre à ce moment-là. La gestion qui est plus saine des matières résiduelles, évidemment.
Et on parlait de réduction des coûts pour celui qui s'approvisionne, mais à l'inverse, on a vendre des sous-produits, donc une source de revenus supplémentaire là, pour celui qui va vendre ces sous-produits. Le meilleur exemple qu'on pourrait vous donner en matière de maillage entre les entreprises, c'est la symbiose agroalimentaire du CREM ici en Montérégie. Le CREM, c'est le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, qui organise des ateliers pour mailler justement les différentes entreprises agroalimentaires. Un peu partout, en fait, dans la région, ces ateliers-là ont lieu. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur l'hyperlien pour avoir un petit peu plus de détails si ça vous intéresse. On poursuit toujours au niveau de l'économie circulaire, mais cette fois-ci, on va s'attarder à la transformation industrielle, donc la valorisation des sous-produits. Donc, à ce niveau-là, comment ça fonctionne? Bien, on parle ici de valoriser des sous-produits, donc des aliments déclassés ou excédentaires, pour en faire un nouveau produit. De plus en plus, vous allez voir que c'est très populaire auprès de la population qui va chercher à faire des choix plus éthiques. On en a parlé tout à l'heure, on parlait entre autres du capital social. Donc, de plus en plus, on est porté à se tourner vers ce type d'initiative, ce qui veut dire que ça constitue un avantage concurrentiel pour les entreprises. Je ne vais pas aller plus loin au niveau des avantages parce que je vous les présente sous peu, mais je veux vous présenter par contre le niveau d'implication pour les producteurs. Je vous dirais ici aussi, c'est assez à géométrie variable selon si, par exemple, ça passe par les mains d'un grossiste ou là, à ce moment-là, le producteur est peu ou pas impliqué du tout. Et c'est souvent ce qu'on va voir là, dans le modèle. Ou sinon, si le producteur il est impliqué dans ce type de transformation-là, bien, il a peut-être à faire des recherches de son côté, il a à construire des bonnes relations d'affaires, à faire des suivis. Donc là, à ce moment-là, bien, ça va être un petit peu plus demandant, le plus exigeant pour le producteur. Du côté des avantages, on a parlé avantages concurrentiels, mais sinon, tout comme le maillage qu'on a vu tout à l'heure, bien, une saine gestion des matières résiduelles, en plus des ventes de sous-produits. Mais ce qu'on peut retrouver ici qui est différent, c'est la possibilité d'une visibilité supplémentaire. Comme on voit que ça donne un nouveau produit, bien, souvent, les gens ne vont pas hésiter à inscrire sur l'étiquette ou dans les publicités, les communications, d'où viennent les sous-produits qui composent ce nouveau produit-là. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une visibilité supplémentaire pour l'entreprise qui a vendu ou donné les sous-produits. Si on regarde du côté des exemples, celui qui est peut-être le plus connu ici au Québec, c'est sans doute Loop, qui est une entreprise montréalaise dont le plan d'affaires est vraiment basé sur l'économie circulaire. Ce qui a fait connaître, Loop, c'est vraiment la valorisation des fruits et légumes déclassés en jus. Donc, ils ont vraiment une variété incroyable de jus. Et ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, c'est que le résidu pulpe de ce jus-là, bien, il est redistribué, il est envoyé vers une entreprise qui, elle, produit des croquettes pour les chats et les chiens. Donc, on est vraiment là, dans le principe d'économie circulaire jusqu'au bout. Maintenant, bien, ils font plus juste du jus, là, ils font aussi de la bière, du gin, du savon. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement là, pour ce type de produit. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent faire de la transformation industrielle ou valoriser les sous-produits. Il y a aussi des OBNL comme la Transformerie qui, elle, a été mise sur pied pour contrer le gaspillage alimentaire à Montréal. De leur côté, ils vont récupérer les denrées alimentaires dans les commerces pour les transformer et puis remettre à nouveau ces produits-là sur les tablettes de ces mêmes commerces-là pour les vendre. Sinon, il y a le secteur brassicole qu'on voit de plus en plus impliqué là, dans l'économie circulaire. Il y a un exemple qui me vient en tête ici en Montérégie, là, une microbrasserie que je connais qui, elle, offre sa drèche, donc les résidus là, de céréales qu'ils utilisent pour faire la bière. Il la donne à un producteur, un éleveur de sangliers qui nourrit ses bêtes avec ces résidus-là. Donc, vous voyez que ça fait quand même le tour de beaucoup d'initiatives qui existent au Québec. Je pense que ça vous dresse un beau portrait. Vous allez pouvoir trouver sûrement là-dedans le modèle qui vous plaît davantage, vous y retrouver. Donc, je vous invite vraiment à faire le tour puis à aller visiter les sites Internet. Mais en attendant, je vous invite davantage à écouter Marie-Hélène, ma collègue, qui va vous présenter le projet régional
de valorisation des initiatives de récupération alimentaire ici en Montérégie. Merci, Maude. Oui, effectivement, donc on profite de la tribune qu'on a aujourd'hui avec vous, Maude et moi, pour vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis le printemps dernier. Donc, je vous fais une petite mise en contexte. Au printemps 2020, on est en pleine pandémie, c'est le premier confinement, on est à l'aube également de la saison agricole, donc ça soulève plusieurs questions dans le secteur agricole, notamment sur ce qui va advenir en fait des récoltes, notamment parce qu'on se demande en fait si les producteurs agricoles vont pouvoir recevoir l'entièreté des travailleurs agricoles temporaires qu'ils reçoivent habituellement. Puis on se dit que bon, s'il n'y a pas la main-d'œuvre qu'on a habituellement, on risque d'avoir plus de surplus au champ. Parallèlement à ça, on voit aussi que les demandes d'aide alimentaire sont en augmentation. Beaucoup de personnes perdent leurs emplois, puis ça transparaît vraiment dans les organismes de bienfaisance. En Estrie, certains de nos partenaires, nos vis-à-vis, en fait, du MAPAC et de la TIR-SHV, décident de mettre sur pied une initiative visant à mailler vraiment les organismes et les producteurs pour pouvoir offrir plus de débouchés, au fond, à ces éventuels surplus alimentaires qu'on anticipe pour la saison. Donc, c'est là que l'idée germe de notre côté de se dire, est-ce qu'on pourrait ne pas mettre sur pied quelque chose de similaire ici en Montérégie, considérant qu'on est la région agricole numéro 1 au Québec, puis qu'on a de très gros producteurs maraîchers également. Donc, au cours de l'été, Maude et moi, on commence à travailler là-dessus. On rencontre les organismes et les banques alimentaires, notamment du territoire, pour identifier un peu quels sont leurs enjeux, leurs besoins, leur perception, au fond, de la réalité de la récupération des surplus en Montérégie, puis quelles sont l'adaptation de leurs pratiques, au fond, aussi en lien avec la COVID. Au cours de l'automne, à l'issue de la saison agricole, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu nécessairement plus de surplus qu'à l'habitude. Il y en a eu, mais comme il y en a habituellement, à peu près habituellement chaque année. C'est sûr qu'il y a eu aussi une vague d'engouement pour l'achat local. Avec la pandémie, les confinements, bon, les gens ont cuisiné plus que jamais et fort heureusement, ils ont acheté en grande partie local. Puis, on décide quand même que les besoins et les enjeux qui ont été soulevés par les organismes et les banques alimentaires existent quand même, puis qu'il y a quand même place à instaurer un projet régional. Alors, on commence à travailler sur les objectifs et le format du projet que je vous présente. Donc, en fait, ce qu'on souhaite mettre sur place, c'est vraiment une plateforme qui va nous permettre de créer une synergie entre les différents acteurs du territoire afin de valoriser un maximum de surplus alimentaire en Montérégie et ainsi assurer l'accès à une sécurité alimentaire pour tous. Ce qu'on veut à travers notre plateforme, qui va être sur le web, c'est vraiment de canaliser les informations sur la question de la récupération des surplus, sur les activités qui existent dans la région. On veut également offrir une vitrine aux organismes de la Montérégie qui œuvrent en matière de récupération des surplus, mais aussi aux producteurs participants et en diffusant aussi l'information sur ce que ça implique, sur ce que ça représente pour les producteurs d'accueillir, par exemple, des bénévoles au champ, de faire don de leur surplus, etc. On veut donc faciliter la mise en contact des producteurs et des organismes en offrant vraiment l'éventail d'opportunités qui se présentent aux producteurs pour redistribuer leur surplus. On veut inciter les citoyens à passer à l'action, notamment par le bénévolat, et donc susciter à travers ce projet-là une vaste mobilisation puis une fierté là, autour d'un projet qui est novateur parce qu'il n'existe pas encore d'initiatives de ce genre-là à l'échelle régionale. Donc, pour l'hiver qui vient, en fait, on veut vraiment travailler au développement du projet. On prévoit faire des consultations, notamment auprès des producteurs, puis on va travailler à l'élaboration de notre site web dans le but que soit lancée cette plateforme-là à l'aube de la prochaine saison agricole. Donc, tout ça pour dire qu'à travers l'élaboration de ce projet-là, on espère vraiment pouvoir compter sur votre participation pour pouvoir vraiment bien arrimer le projet à vos besoins et à votre réalité. Donc, je vous invite, si vous avez envie soit de rester informé sur le projet ou encore envie d'y participer, à compléter le court questionnaire dont on vous partage le lien à l'instant. Tout à fait. Puis on vous invite là, à y aller en grand nombre. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Pour ma part, je reste vraiment confiante là, parce qu'on a pu voir, on a pu le constater tout au long du webinaire. La valorisation des surplus alimentaires, c'est vraiment, ça implique une multitude de partenaires. Puis chacun peut contribuer à diminuer le gaspillage alimentaire, mais aussi là, à assurer une sécurité alimentaire pour tous. Puis on a vraiment un rôle à jouer
dans tout ce tableau-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que je reste très confiante qu'on puisse communiquer avec eux. Merci. Merci à Maude et à Marie-Hélène d'avoir présenté des modèles inspirants qui ont été développés au Québec pour répondre à cet enjeu qui est très important dans nos communautés de rendre accessible à moindre coût aux populations en situation de vulnérabilité des fruits et des légumes. Bien, moi, je veux vous présenter aussi le projet collectif pour lequel je travaille présentement. Donc, le projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires. Donc, le projet collectif que je veux vous parler, c'est le projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires qui se passe sur le territoire de la Montérégie-Ouest. C'est dans le cadre d'un appel de projet du gouvernement du Québec dans sa politique, dans son plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 que ce projet-là est né. Il est né à l'été 2019 de la volonté commune de plus de 50 acteurs qui ont décidé d'allier leurs forces, leur expertise et leurs ressources afin de déployer des solutions à fort impact populationnel pour favoriser l'accès physique et économique aux personnes en situation de vulnérabilité des fruits et des légumes à l'année. Comment? Bien, le but du projet, c'est de développer une synergie entre les partenaires du système alimentaire qui a été présenté un peu plus tôt tout à l'heure. Donc, c'est de dire récupérer au champ, dans le système alimentaire, que ce soit au champ, au niveau de la transformation, de la distribution ou au détail. Donc, c'est récupérer à travers cette chaîne alimentaire-là et conditionner, transformer et distribuer de manière efficiente un maximum de surplus de fruits et de légumes. Donc, c'est d'offrir aux populations vulnérables un offre alimentaire de proximité aussi. Tout à l'heure, je vous parlais dans les enjeux que de plus en plus les gens doivent faire plusieurs kilomètres pour avoir accès à un service alimentaire. Donc, on veut aussi offrir ces produits-là de façon plus proche des gens, répondre à ce besoin-là et selon une tarification sociale. Donc, il y a un modèle qui va être développé, qui est présentement en développement dans le cadre de notre projet pour déterminer le prix de ces produits-là en fonction des revenus de cette personne-là ou de sa situation. Donc, ça permettra à l'ensemble des citoyens de notre territoire de s'approvisionner localement, sainement et à moindre coût. On veut aussi approvisionner les organisations communautaires qui offrent des cuisines éducatives, aussi la banque alimentaire. Donc, dans le cadre de notre projet, on veut aussi conditionner des produits pour qu'ils se retrouvent dans le cadre du dépannage alimentaire, donc c'est-à-dire gratuitement, donc c'est à coût nul. Ce que je voulais vous parler tout à l'heure, quand j'ai dit à fort impact populationnel, c'est-à-dire que la politique du gouvernement nous demande d'agir ici, dans le bas de la pyramide et non dans la zone jaune. La zone jaune, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on a défini qu'est-ce qu'était l'insécurité alimentaire. Donc, c'est quand on donne des aliments ou on donne des formations sur les habiletés culinaires ou les connaissances, tous les cours qu'on peut donner pour soutenir les populations en situation de vulnérabilité. Mais la sécurité alimentaire, donc le projet, nous, est vraiment en sécurité alimentaire, bien, c'est vraiment la zone bleue et la zone verte. Et vous allez voir que nous, bien, il y a accès économique et physique aux aliments, mais aussi le désir, et pas juste le désir, mais la volonté d'avoir un système alimentaire sain et équitable. C'est-à-dire qu'avec les gens avec qui on va travailler, bien, il faut développer des modèles gagnant-gagnant où le producteur agricole va avoir à sa juste valeur un revenu, mais aussi le projet aussi. Donc, on veut travailler vraiment dans l'équité et du système. Et l'élément très, très important dans ce projet-là, c'est tout au niveau socio-économique, c'est-à-dire qu'on fonctionne en plateau de travail, et je vais le définir un peu plus tard tout à l'heure, mais quand on a une personne qui se retrouve sur le marché du travail et qui a un revenu stable, améliore ses conditions socio-économiques. Donc, le projet vise, nous,
majoritairement le milieu et le bas de la pyramide, mais l'ensemble des partenaires qui ont travaillé au développement de ce projet-là ne voulaient pas exclure le volet qui est en haut, le volet insécurité alimentaire, parce que pour les gens, c'était très important aussi de ne pas oublier qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc, il faut équilibrer au niveau de notre projet. Donc, on a trouvé du financement pour l'aide alimentaire parce que dans le cadre du plan du gouvernement, le financement qu'on reçoit, c'est vraiment pour les déterminants collectifs, donc pour le milieu et le bas de la pyramide. Donc, c'est qui les partenaires? Bien, on est sur les 5 territoires de MRC de la Montérégie-Ouest, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardin-de-Napierville, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges. Ce projet s'appuie sur l'expertise et la contribution de plusieurs partenaires. Chaque milieu a développé des comités d'antenne où on voit et siègent des gens qui viennent de différents milieux. Donc, on a des producteurs locaux, on a des organismes communautaires en sécurité alimentaire, en insécurité alimentaire, on a des entreprises d'économie sociale qui ont des plateaux de travail en pré-employabilité et en employabilité. On travaille avec les 2 moissons du territoire, Sud-Ouest et Rive-Sud. Les centres de services scolaires sont présents aussi parce qu'on reçoit des stagiaires dans le cadre de ces plateaux de travail-là, mais aussi un échange d'expertise, des méthodes de conditionnement. Il y a les Sismo Santé au niveau des bonnes pratiques. Il y a les MRC pour le développement du territoire, les CLD pour le développement social et économique. Puis, un projet d'envergure comme ça, avec autant de territoires à couvrir, c'est certain qu'on a de l'accompagnement technique et professionnel parce qu'il y a plusieurs enjeux qui sont liés à ce projet-là. Donc, les objectifs de ce projet-là, c'est favoriser l'utilisation du plein potentiel des aliments en réduisant le gaspillage et les surplus alimentaires qui se trouvent dans le système alimentaire du territoire. Donc, on se concentre vraiment sur la Montérégie-Ouest. Rapprocher les agriculteurs des communautés en valorisant les surplus des fruits et des légumes produits localement. Accroître le pouvoir d'agir et l'autonomie alimentaire des citoyens vulnérables en préservant leur dignité aussi et en permettant la participation de ceux-ci au projet. Donc, les personnes en situation de vulnérabilité sont impliquées dans le cadre de notre projet. On les consulte, on va être certain que les produits qu'on va développer et la façon qu'on va les distribuer vont répondre aux besoins de ces gens-là. C'est sûr qu'un projet comme ça, on veut favoriser la pré-employabilité, donc des personnes qui ont un chemin atypique au niveau du marché de l'emploi, la qualification et l'employabilité, donc sous forme de plateau de travail. De plus, un projet comme ça, c'est d'améliorer la qualité nutritionnelle et la diversité des aliments offerts en contexte d'Inde. Vous savez, quand on a parlé tout à l'heure des enjeux, on disait en ce moment qu'il y a plus de 15% des gens qui se retrouvent en insécurité alimentaire. Donc, la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils reçoivent n'est pas de haute qualité. On veut diminuer aussi l'enfouissement des matières organiques et le coût lié à la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire que ça a un impact dans les communautés aussi, au niveau environnemental. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui touche autant à l'environnement, au niveau social et au niveau environnemental. Donc, économique, social et environnemental. Donc, ce projet-là touche à différentes sphères de notre développement de nos communautés. Bien, où c'est venu cette inspiration-là puis cette volonté-là de l'été 2019, c'est qu'il y avait déjà eu un projet pilote qui avait été déployé dans le Haut-Saint-Laurent en 2016 qui s'appelait « Récupérer, conditionner, transformer pour mieux manger ». Donc, ce projet-là, qui était issu de la table de sécurité alimentaire, avait 4 volets. Le volet de dépannage alimentaire, donc c'est-à-dire le don d'aliments aux personnes vulnérables. Bonification de l'offre alimentaire en milieu scolaire, en milieu défavorisé, c'est-à-dire qu'à la cantine de l'école, d'avoir des produits de haute qualité et de valeur nutritive. Accessibilité physique et économique à des aliments à moindre coût, donc ce sont les congélateurs où on vend des produits qui ont été conditionnés. Développement de plateaux de travail et développement de compétences chez les participants.
Le bilan de 2018-2019 de ce projet-là pilote, qui a commencé en 2016, a permis la participation de 5 producteurs locaux du Haut-Saint-Laurent. Ça a permis de ramasser 9 489 kg d'aliments, surtout ce qu'on appelle les légumes moches, les légumes déclassés. Donc, c'était principalement ces légumes-là, mais aussi les surplus, les invendus des marchés, des choses comme ça. Dans l'entente avec Moisson, c'est 20 810 kg, dont une valeur de 71 000 de fruits et légumes qui ont été récupérés, conditionnés et distribués sur Haut-Saint-Laurent, Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry. Il y a plus de 5 203 kg de fruits et légumes qui ont servi à la bonification de l'offre alimentaire dans 2 écoles du territoire du Haut-Saint-Laurent pour cette période-là. Donc, c'est un exemple et les gens suivaient de près le projet qui se déployait dans le Haut-Saint-Laurent depuis 2016. Et lorsqu'il y a eu ce mouvement-là, les gens disaient, bien, il y a de quoi qui se fait d'intéressant dans le Haut-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut faire un changement d'échelle et essayer de développer ça à la grandeur de la Montérégie-Ouest, mais tout en respectant aussi la particularité des MRC, la particularité des communautés aussi, puis d'adapter en fonction des besoins. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler présentement. Donc, pour 2019-2020, bien, c'est près d'une dizaine de partenaires qui soutiennent le projet financièrement. Présentement, l'antenne du Haut-Saint-Laurent est en opération selon les 4 volets initiaux que je viens de vous présenter, seulement de juillet à novembre 2020. Et on est en contexte quand même de pandémie. C'est 9 329 kg qui venaient des producteurs et de l'entente moisson. Le plateau de travail, il y a un responsable de production. Il y a eu 6 étudiants qui ont travaillé cet été à temps plein pour conditionner ces produits-là. Et à l'automne, on continue à travailler sur le plateau de travail, surtout avec les légumes de garde qu'on a ramassés pendant la période estivale et qu'on a entreposés pour pouvoir maintenir le plateau de travail. Mais aussi, ils ont des stagiaires de l'école secondaire, des étudiants en cheminement particulier. Donc, cette année, c'est 7 producteurs locaux qui ont participé. On avait 5 l'autre année. Là, c'est 7 cette année. À Vaudreuil-Soulanges, ils sont en développement. Ils ont fait un pré-pilote de récupération au champ et de conditionnement. Ils ont eu des ententes avec 4 producteurs locaux. C'est environ 5 000 kg de récupération au champ et c'est 4 employés et une responsable de production qui ont travaillé. On est en train de faire les bilans, de voir quels seront les ajustements apportés sur ce modèle-là, parce qu'à Vaudreuil-Soulanges, ils ont privilégié d'aller à la récupération au champ. Donc, chacune des antennes, il va avec son modèle d'approvisionnement. Jardin de Napierville est en développement, puis Antenne Roussillon et Antenne Beauharnois-Salaberry sont en pré-développement, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre sur pied les comités des antennes pour pouvoir identifier le modèle, l'adaptation du modèle sur leur territoire. Donc, d'ici 2 ans, ce projet-là va avoir permis de développer un modèle d'affaires en entrepreneuriat collectif qui viendra appuyer le développement d'antennes et de points de vente dans les 5 MRC. C'est un projet en innovation sociale qui se co-construit avec les partenaires en mutualisation des ressources, c'est-à-dire qu'on veut maximiser les ressources. Parce que si on avait eu à faire ces projets-là, sur chaque territoire d'MRC, bien, c'est 5 plans d'affaires qu'il nous aurait fallu, 5 études de faisabilité, 5 plans de communication, 5 plans de financement de ces projets-là. Puis, on n'aurait jamais eu assez d'argent parce que lorsqu'on parle de conditionnement de produits, bien, on parle d'équipements et les équipements sont très chers. Donc, l'achat de camions, l'achat de machines sous vide. Donc, le fait de travailler en mutualisation, bien, fait qu'on a des économies en travaillant ensemble, mais aussi un changement au niveau des expertises et on arrive à maximiser aussi puis à trouver des solutions
innovantes dans ce système alimentaire-là, en développant des synergies avec des partenaires sur la question du transport, l'entreposage. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place en ce moment et on n'aurait jamais pensé que ces partenaires-là auraient travaillé ensemble pour développer un projet qui répond autant aux producteurs, autant aux distributeurs, mais aussi à une communauté qui a besoin de soutenir la population en situation de vulnérabilité pour qu'eux aussi aient droit à des produits de fruits et légumes de haute qualité à l'année et qui n'ont pas à faire le choix de ne pas en manger parce que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, on maximise les ressources et d'ici 2 ans, c'est 50 antennes qui vont avoir été développées. C'est plusieurs plateaux de travail. Le but, c'est 10 points de vente où on pourra vendre entre 40 et 50 tonnes de produits à l'année. C'est entre 50 et 60 tonnes de produits qui vont aller à l'aide alimentaire et on aura à avoir 10 ententes d'approvisionnement, de distribution, de lieux de transformation, lieux de vente. Écoutez, c'est une synergie qui est en train de se mettre en place. Ça va très bien. Et j'espère que j'aurai la chance d'aller dans vos milieux pour présenter l'avancement de ce projet-là dans les prochains mois. Parce qu'à chaque jour, on a un pas de plus, mais c'est beau de voir l'avancement de ce projet-là. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter ma présentation sur le projet de conditionnement des surplus alimentaires. Et c'est avec plaisir que je me présenterai dans vos milieux. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Mais on est là maintenant au Québec de travailler en entrepreneuriat collectif. Donc, c'est-à-dire d'asseoir ensemble des gens qui viennent du milieu des affaires, des gens qui viennent du milieu du communautaire, de la santé, du milieu scolaire et de travailler ensemble. Parce que je veux juste vous donner comme exemple, dans le Haut-Saint-Laurent, les produits conditionnés sont faits dans l'école secondaire. Donc, c'est un partage d'infrastructures qui est fait à ce moment-là. Donc, on n'a pas eu à équiper complètement une cuisine pour pouvoir conditionner l'ensemble de ces produits-là. C'est fait dans le cadre d'une installation qui existe déjà. Donc, il y a des partenariats sur le transport. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais l'objectif, c'est de permettre à des gens de retrouver le marché du travail, mais aussi de rendre accessibles des produits de fruits et légumes à l'année. Donc, au plaisir de vous revoir à nouveau. Merci.